En autoconstruction, en tous les cas, on sait qu'on part pour au moins 2 ans de chantier. C'est sûr que ça va changer les habitudes de la plupart des gens, mais il faut essayer d'appréhender de manière positive et avancer dans ce sens. Et c'était pas si difficile que ça à mettre en place. Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et de maisons écologiques. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à bâtir la maison écologique de vos rêves. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case d'Aurélie Clarac. Aurélie construit actuellement une tiny house et une maison bioclimatique, tout cela en autoconstruction. Elle partage ses conseils, ses choix et ses difficultés. Elle nous raconte pourquoi elle a quitté Bordeaux pour s'installer en Dordogne et se lancer dans ce double projet ambitieux. On parle aussi d'autonomie, de zéro déchet et de comment vivre à 3 dans 20 mètres carrés. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Aurélie. Bonne écoute! Salut Aurélie, merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation. Salut François-Xavier. Écoute, je suis super content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. En fait, quand j'ai décidé de faire le podcast La Case Robinson, j'ai tout de suite pensé à toi et à Yann comme idée d'invité. Parce que le projet que vous avez, on va en parler juste après, mais s'inscrit bien dans ce que j'essaie de partager sur le podcast et aussi sur le blog. Donc j'ai plein de questions, je suis très curieux d'en savoir un peu plus sur votre projet, mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire où tu vis aujourd'hui ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Aurélie Clarac, j'ai 35 ans et je vis en Dordogne, dans le Périgord noir. Donc, c'est entre Sarlat et Gourdon à peu près. Et du coup, on est vraiment à la limite du Lot. D'accord. Donc, vous vous êtes lancé dans un projet un peu fou, en tout cas pour certains peut-être. C'est même un double projet. Oui. C'est la construction d'une tiny house. Mhm. Donc tu nous diras tout à l'heure ce que c'est exactement. Mhm. Et aussi d'une maison bioclimatique Ouais. sur le terrain que vous occupez en Dordogne. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes dans ce projet et pourquoi vous avez d'abord décidé de commencer par construire une tiny house Mhm. avant de s'attaquer à la maison? Et je rappelle que vous faites tout ça vous-même. Oui. En tout cas, c'est le projet. Et peut-être pour commencer, tu peux nous rappeler ce que c'est une tiny house? Oui. Alors en fait, une tiny house, c'est un concept de mini-maison ou micro-maison, on peut aussi appeler comme ça, construit sur des châssis roulants, donc des châssis de remorque. Et en fait, ça représente du coup des habitats très légers et mobiles, parce que certaines personnes ont aussi le projet de bouger avec, ou pas, parce que ça peut aussi être des habitats sédentaires. Donc, nous, dans notre cas, on a vraiment eu cette idée un peu folle au départ, parce que c'est quand même pas courant pour l'instant, bien que ça se développe de plus en plus. Mais au départ, on voulait construire notre maison en bois et ça s'est un petit peu décidé très vite parce que voilà, c'est quand même pas rien de construire une maison. Donc, on a voulu au départ se lancer sur quelque chose de plus petit, donc en faisant une tiny house. C'est aussi pour nous du coup un exercice, un apprentissage entre guillemets, avant de se lancer sur le plus gros projet de la maison. Donc la taille d'une tiny house en général, c'est 2,55 m de large par 6 mètres de long en moyenne. Ça peut être plus ou moins, mais nous c'est ce qu'elle fait en tout cas. Et il faut aussi parler du poids d'une tiny house parce qu'il y a une contrainte légale de 3,5 tonnes à ne pas dépasser pour le transport. Donc du coup, il faut vraiment penser à tous ces choix de matériaux en amont parce que ça peut aller assez vite au fur et à mesure de la construction. D'accord, et donc il y a une réflexion sur les équipements, sur le mode constructif, puis et donc on se rapproche d'un habitat minimaliste, du coup. Complètement, oui. 6 par 2,5, ça fait 15 mètres carrés peut-être au sol, avec peut-être une mezzanine, ça fait un peu plus. Et donc tu évoquais tout à l'heure que vous avez quitté Bordeaux, donc un environnement urbain. C'est ça.
pour la Dordogne, donc dans un cadre de vie, j'imagine plus rural, plus entouré de nature. Oui. Qu'est-ce que vous recherchiez dans ce projet? Est-ce que c'est ça, ce contact à la nature? Et puis, qu'est-ce que vous avez finalement trouvé, depuis que vous êtes sur place? Oui, c'est ce que tu viens d'évoquer. En fait, on a voulu quitter, un milieu, urbain, donc une grande ville pour justement la campagne et ce milieu beaucoup plus rural, pour retrouver justement toute cette tranquillité, ce calme, le contact avec la nature qu'on avait beaucoup moins, en ville. Et très vite, voilà, ça s'est décidé. On a voulu prendre cette décision, en 2019 donc, et en ayant aussi eu une petite fille, de 3 ans avant, voilà, ça s'est vite, décidé, pour aussi lui offrir, autre chose qu'une vie en ville, en fait, hein. Et c'est vrai que tout de suite, en arrivant ici, on a retrouvé, voilà, tout ce qu'on recherchait. Et en fait, voilà, la vie est quand même beaucoup plus tranquille, plus zen, plus agréable, et facile, en fait. D'ailleurs, on entend les oiseaux derrière, c'est super sympa. Avant de revenir un peu sur les caractéristiques de la tiny house d'abord, je voulais savoir, concrètement comment vous vous organisez, pour la construction? Est-ce que vous êtes à plein temps, sur ce projet? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en venant ici, j'en ai pas parlé au départ, mais voilà, quand on a fait le choix de quitter la ville pour venir en campagne, 2 mois plus tôt, on apprenait que j'allais être licenciée, par mon employeur à Bordeaux. Donc moi, j'ai subi un licenciement économique, et à l'époque, Yann était, en poste aussi, dans une entreprise, d'audiovisuel. Il était en CDI et lui a fait le choix de démissionner pour venir ici. Ça nous permet en tout cas cette transition, puisque pendant le temps de la construction, des 2 projets, on peut, voilà, se dire qu'on prend ce temps-là pour nous. Moi, je m'occupe de Léna puisque on vient de traverser aussi toute la crise sanitaire où on a dû s'occuper des enfants. J'ai fait tout le suivi, on va dire, à la maison. Et Yann est à temps plein sur les 2 chantiers puisqu'ils sont en ce moment simultanés. On est aussi bien sur le chantier de la maison que sur la tiny. Donc c'est beaucoup de travail. D'accord. Je précise que ni Yann ni toi, n'aviez d'expérience particulière dans le domaine de la construction, il me semble? Non, en fait, Yann a toujours adoré, bricoler, faire soi-même les choses, et cetera. Il a une forte capacité manuelle, et du coup, tout ce qui traite à la construction, tout ça l'intéresse depuis très longtemps, mais c'était pas du tout son domaine d'activité. Et du coup, pour ces 2 projets, voilà, il a tout appris, lui-même, par le biais de différentes informations. Et faut aussi rappeler que voilà, au travers de notre expérience, on a eu aussi l'occasion de faire des rénovations d'appartements. Donc il s'était déjà exercé sur ce genre de choses, mais pas de grosses œuvres comme ça, quoi, en tout. D'accord, ouais, donc là, c'est un chantier, encore plus ambitieux du coup pour vous et puis, avec des nouveaux apprentissages. Et d'ailleurs à ce sujet, est-ce que vous vous faites aider? Est-ce que vous vous faites accompagner? Si oui, sous quelle forme? Et Mmh. sinon, comment vous trouvez les ressources, les informations, les conseils, pour avancer sur, à la fois l'aspect technique de la tiny house et puis aussi sur la construction, et la mise en œuvre réelle de ces travaux pour la tiny et pour la maison? En fait, quand on a eu l'idée de ces projets, on a réfléchi déjà, sur l'aspect, des plans. Donc, Yann s'est occupé de faire, tout le dossier technique, au niveau du permis. Je parle pour la maison, bioclimatique, il a tout fait lui-même. Pour la tiny house, pareil, il a pensé tout le plan, toute l'organisation à l'intérieur, et cetera. Par contre, on a fait le choix de se faire accompagner, donc pour la maison, par un charpentier qui s'occupe beaucoup de ce type de construction de maisons en bois, terre-paille. Donc on a choisi en fait un accompagnement un petit peu à la carte, parce qu'en fait cette personne-là peut accompagner à différents degrés. Et en l'occurrence, pour nous, voilà, il s'est occupé de faire plus les plans techniques pour tout ce qui est descente de charge, etc.
et toute la partie commande de matériaux. Donc c'est lui qui s'occupe de commander le bois et une partie de la quincaillerie. Et ça nous permet aussi de bénéficier de ses prix, de ses tarifs professionnels et de ses conseils qui sont très importants aussi parce que en étant un petit peu autodidacte, c'est aussi difficile des fois de faire ses choix. Donc lui, en fait, il nous a fait cette partie-là et il va nous accompagner dans la partie concrète sur le chantier pour nous aider à lancer en fait toutes les étapes du chantier. Donc là, on va commencer très prochainement la dalle bois. Et donc il va venir sur quelques jours pour nous lancer l'étape de la dalle, par exemple. Ensuite, il revient sur l'ossature, etc. Donc ce sera pas un accompagnement total, c'est vraiment partiel. Et ça nous permet quand même de nous montrer des choses et de pas être à l'aveugle non plus sur la totalité du projet. D'accord, ouais, donc ça c'est super intéressant parce que du coup, il vous soutient, pour, vous donner des conseils, vous orienter sur certains choix, vous guider, et en même temps, il vous laisse la liberté d'avancer un peu à votre rythme et puis de mettre les mains dans la paille du coup, si j'ai bien compris, pour créer le projet que vous avez envie de créer, quoi. Et du coup, sur la partie, plus, mise en œuvre, manutention, travaux au quotidien, vous êtes que tous les 2 pour monter tout ça ou vous avez de l'aide extérieure? Pour ce qui est de la tiny, on a vraiment avancé tout seul. En plus, c'est un chantier qui est petit parce que la surface est petite. Donc, c'est compliqué sur une tiny de travailler à plusieurs aussi parce que dès qu'on fait l'aménagement intérieur, même quand on est 2, des fois, on pouvait se gêner. Par contre, pour le chantier de la maison, ça va pas être les mêmes dimensions et du coup, les murs ou tout ce qui est la dalle ou l'ossature, etc., ça va demander beaucoup plus de longueur et de poids. Et là, il y aura donc l'aide du charpentier et après, on verra au fur et à mesure, mais il y aura certainement des coups de main bienvenus de la part de voisins ou de copains sur place qui pourront venir ponctuellement, on va dire. Ouais, d'accord, OK, super. Et toujours sur cet aspect, avant de rentrer un peu dans le détail de la construction, est-ce qu'il y a quand même une chose que tu aurais envie de partager, que vous n'aviez pas anticipé? Oui, de toute façon, c'est sûr que comme tu disais, il faut extrêmement bien préparer ce genre de projet. La construction, ça demande énormément de renseignements pour tout ce qui est choix des matériaux. Et c'est un questionnement qui est presque infini parce qu'on pourrait toujours se dire ah oui, mais ça serait peut-être mieux que ci, que ça. Et donc à un moment il faut choisir. Mais ce que je peux dire, c'est que la question de la préparation, elle est assez longue parce que ça fait des mois, voire plus d'1 an qu'on avait commencé à préparer tout le projet. Et même après, tout prend toujours plus de temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre en tête. Quand on construit, même quand on fait faire des choses, même avec des artisans, il y aura toujours des délais supplémentaires pour X raisons. Donc, il faut se dire une chose, c'est que en autoconstruction, en tous les cas, on sait qu'on part pour au moins 2 ans de chantier pour la maison. D'accord. Et on se dit que moins ce serait utopique et on pourrait même se démotiver au fur et à mesure si on se disait qu'en 1 an ça serait fait. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on a bien intégré et la tiny a été vraiment un bon exercice pour ça parce que on pensait la faire en 4 mois en fait et là ça fait plus d'1 an et elle est pas finie. Bon après pour d'autres raisons parce que la maison s'est greffée par-dessus, on a dû la commencer avant de finir la tiny et donc ça retarde d'autant plus. Mais en temps effectif, ça a forcément pris plus de temps parce qu'il y a eu des imprévus de livraison de matériaux, d'intempéries, parce que ça aussi c'est une chose que je conseille fortement à toutes les personnes qui veulent construire une tiny house, c'est qu'il faut au moins prévoir un abri, un endroit couvert en fait pour le chantier. Nous, c'est pas ce qu'on a fait et ça a été une difficulté supplémentaire, on va dire, sur le délai. Parce que l'hiver, forcément, on s'est retrouvé à être bloqué quand il pleuvait. Elle a été bâchée pendant des mois et travailler sous la bâche, c'est un enfer. Enfin voilà, c'est vraiment des détails, mais qui sont très très importants à envisager dès le départ. On a voulu se lancer assez rapidement sur le chantier et ça n'a pas été assez anticipé, on va dire, au départ.
les personnes qui veulent construire une tiny recherchent souvent des hangars en fait pour se mettre à l'abri. Et souvent les constructeurs de tiny house font ça dans des grands hangars, ils les mettent dessous. Mais il faut des ouvertures très hautes parce que là, il y a au moins 4,20 m de hauteur. Donc ça demande des lieux très très hauts et c'est pas facile à trouver, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un aspect important. Et sinon, je pense qu'au niveau anticipation, c'est tout ce qui est les délais de livraison, tout ça. Faut vraiment se dire que ça peut toujours être beaucoup plus long. Donc toujours prévoir assez tôt les choses pour être sûr de bien mettre en œuvre le chantier. Un des points qui revient souvent, c'est aussi la difficulté, à trouver, les bonnes personnes pour se faire accompagner. Dans votre cas, donc tu disais que vous avez trouvé un charpentier là qui répondait, a priori, totalement à vos attentes. Oui. Comment vous avez fait pour le trouver? Eh bien, en fait, ça a été un peu par hasard. On l'a trouvé sur internet, en fait, en regardant un petit peu ce qu'il y avait comme personnes dans ce domaine autour de chez nous. Donc là, il est situé dans le Lot, à 40 minutes d'ici, ce qui reste encore correct. Et voilà, donc on a été le voir sur 2 de ses chantiers en cours. Donc, il nous a invités à venir voir un petit peu comment il travaillait. Et ça, pour nous, c'était déjà une très bonne chose parce qu'au moins, ça nous permettait de voir vraiment ses techniques et comment il faisait. Et son ouverture d'esprit par rapport à la construction, en tout cas, qui nous a tout de suite plu. Après, c'est vrai que par retour d'expérience d'autres personnes qu'on a pu rencontrer, comme tu disais, c'est souvent la problématique. Il y a beaucoup d'artisans qui conseillent pas vraiment les particuliers et du coup, on se retrouve des fois avec des professionnels mais qui comprennent pas forcément ce qu'on veut, ce vers quoi on veut aller. Et des fois, il y a en milieu de chantier des gens qui arrêtent ou voilà, qui changent d'accompagnateur ou des choses comme ça. Et ça, c'est toujours délicat à gérer, quoi. Donc c'est important de choisir vraiment la personne qui va nous aider dès le départ et qui comprend vos besoins, là où vous voulez aller, où sont les limites entre son intervention et la vôtre. Surtout sur ce genre de projet assez encore un peu méconnu, on va dire, dans le milieu de la maison en bois, terre-paille. Les artisans souvent sont pas forcément habitués à ça et ils vont toujours vers quelque chose qu'ils savent faire et dès que c'est un petit peu en dehors de leurs compétences, soit ils nous disent que c'est pas bien de faire comme ça ou il vaut mieux faire ci et donc c'est délicat de trouver la bonne personne qui sera apte à ça. Si on revient sur la tiny house, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, quels sont les volumes, quels sont les matériaux que vous avez utilisés? En fait, donc c'est un châssis, donc comme je disais, de 2,55 m par 6 m. On a dessiné le plan de façon à ce qu'elle soit monopente au niveau de la toiture. On a fait le choix de la construire donc en bois, bien sûr. Le bardage extérieur qui est en 2 matériaux différents. On a du bois Douglas sur les parties les moins larges. Donc nous, c'est l'orientation est-ouest. Et sur la façade nord et sud, on a fait le choix de prendre de la tôle ondulée galvanisée. Ça, c'est pour la contrainte du poids. Ça a allégé un petit peu le poids final. Voilà, on a fait aussi le choix de mettre des grandes ouvertures. Donc, on a 2 grandes baies vitrées sur la façade sud, plus un imposte au-dessus pour encore rajouter de la lumière. Et sur la façade est, une autre baie vitrée. Et après, on a des petites ouvertures en haut parce que du coup, on a une mezzanine au-dessus pour le couchage de notre fille et une deuxième mezzanine est prévue de l'autre côté, au-dessus du salon, mais on ne sait pas encore si ça va être une mezzanine ou bien un filet. On aimerait bien tenter de mettre un filet, ça se fait beaucoup et on a toujours aimé ce concept pour un espace détente, lecture ou autre. Voilà, donc après à l'intérieur, tous les murs, plafonds, sols sont en contreplaqué peuplier. Ça aussi, ça a été un choix pour donner un aspect beaucoup plus minimaliste et simple. On voulait quelque chose de brut et un aspect bois, parce qu'on n'a pas choisi de le peindre du tout. On va le laisser tel quel avec juste un fini huilé. On va mettre une huile dure pour le protéger quand même, parce que sinon il se tacherait ou il pourrait jaunir à la lumière.
On a mis la partie salle de bain au fond avec une partie dressing et rangement. La cuisine est au milieu avec une gazinière centrale avec une tablette pour manger. Et sur la partie est, on a le coin bibliothèque salon qui nous servira aussi de couchage pour nous parce qu'on aura un BZ qu'on dépliera le soir. D'accord. Et pour l'instant, le terrain est raccordé à l'électricité et à l'eau. Donc ça, c'était déjà avant qu'on arrive. Du coup, pour le chantier, on a posé un compteur de chantier pour l'électricité, parce que par simplicité et pour la durée de tout le chantier. Donc la tiny RE est raccordée à ça. Elle est raccordée également à l'eau. Par contre, on a posé une gouttière sur toute la partie toiture qui fait que voilà, pour l'instant, on récupère l'eau de pluie à travers une cuve souple qu'on a posée sous la terrasse. Parce qu'en fait, on a également rajouté une terrasse sur la partie sud avec une pergola qu'on a décidé de construire en fait tout de suite, puisque là, on a fait le choix d'avoir la tiny en mode sédentaire, c'est-à-dire qu'elle ne bougera plus pour l'instant. Donc là, le fait d'avoir mis la pergola et la terrasse fait que là, elle est un petit peu difficile à déplacer maintenant. Et la cuve donc de récupération d'eau, elle est sous la terrasse. Comme le terrain est légèrement en pente, on a la place pour la mettre. Et là, en plus, elle a été remplie par toutes les pluies des semaines précédentes. C'est une cuve qui fait 2000 litres. Et là, elle est pleine. Là, c'est surtout pour arroser le jardin. D'accord. La terrasse, elle est en bois. La pergola, on a mis une couverture en polycarbonate ondulé, Voilà, transparent. Et du coup, comme c'est plein sud, ça chauffait énormément. Donc, on vient de poser des canisses en dessous avec des câbles en acier tendu. Et franchement, ça couvre très bien. Là, en plein soleil, j'y suis actuellement. C'est très supportable. Et en termes d'isolation, vous avez, comment ça se passe au niveau des murs? Donc c'est des murs à ossature bois, si j'ai bien compris? Voilà, donc l'ossature bois, elle a été remplie d'isolant. Donc c'est un mélange de lin, chanvre et coton qui fait 100 mm. Et on a rajouté un pare-pluie rigide en panneau de fibre de bois rigide. Donc du coup, voilà, il y a le mur, l'ossature du mur avec la laine à l'intérieur, le pare-pluie rigide et le bardage extérieur. Et en toiture, vous avez le même complexe? C'est la même chose, c'est le même mur et la tôle ondulée par-dessus, en couverture. D'accord. Et donc du coup, c'est comment de vivre à 3 dans 15-20 mètres carrés? Ça change quoi au quotidien? Eh bien, pour l'instant, alors on n'y est pas véritablement installé dedans. On est sur notre terrain, mais en fait, on avait fait venir un mobil-home cet hiver. Alors initialement, c'était pas forcément pour vivre dedans tout de suite, parce qu'on pensait intégrer la tiny tout de suite, mais en fait, avec le retard du chantier, voilà, on n'a pas pu, puisqu'il reste quelques finitions intérieures à faire pour y vivre. Donc pour l'instant, on vit dans 24 mètres carrés dans le mobil-home juste à côté. Donc on va dire que c'est à peu près équivalent en surface. Et non, en fait, on est 3, ça se passe très bien. C'est juste qu'il faut, voilà, faut être préparé à vivre dans quelque chose d'assez étroit. Tout doit être à sa place, tout doit être assez bien rangé, sinon c'est vite compliqué. Il faut prévoir beaucoup de rangements, muraux, tout ça. Donc là, dans le mobil-home, c'est assez bien fait aussi de ce côté-là. Après, ça fait longtemps qu'on vit dans des petites surfaces, parce que même en étant à Bordeaux, on était dans 45 mètres carrés, ce qui est pas énorme, à 3. Et du coup, voilà, on a assez peu d'affaires au fur et à mesure d'avoir trié beaucoup. Donc progressivement, voilà, on se retrouve avec juste ce dont on a besoin, l'essentiel, et on vit aussi bien en fait. Donc on n'a pas du tout peur de ça pour le passage après dans la tiny, qui va du coup au final on va certainement y vivre pour l'hiver prochain et plus si le chantier de la maison dure plus longtemps. Mais du coup, voilà, ce sera une transition plus ou moins longue et on est préparé à ça, donc il n'y a pas de souci. Si je comprends bien, ça faisait partie de la démarche aussi d'avoir une démarche un peu minimaliste? Oui, tout le côté matériel qui est en fait assez peu important dans la vie, quoi. Ce que je voulais rajouter, c'est aussi que
quand on est à la campagne ici comme ça, dans des petits habitats, en fait, spontanément, on passe beaucoup de temps à l'extérieur. C'est beaucoup plus simple comme ça, en fait. L'intérieur, c'est bien quand il fait pas beau et pour la nuit et pour dormir, quoi. Donc c'est quand même très agréable de pouvoir vivre dehors, voilà, le plus possible et on se reconnecte comme ça beaucoup plus facilement à la nature. Et justement, je voulais avoir ton sentiment sur, l'avenir, qu'on nous prédit, dans les médias de manière générale. Je pense, à la crise climatique qui est bien réelle, au risque, d'effondrement systémique, dont on entend beaucoup parler. Est-ce que votre projet, il s'inscrit, dans une volonté de se préparer à ce futur incertain, d'apprendre à mieux, l'appréhender et à se reconnecter à la nature, aux vivants, qui disparaissent, sous nos yeux à une vitesse, folle, quoi? Ce serait faux de dire oui qu'on n'a pas pensé à venir ici pour cette raison. En fait, déjà avant de changer de vie comme ça, on avait beaucoup regardé un peu ce qui se disait du futur, voilà, de tout ce qui est effondrement sociétal. Au fur et à mesure de toutes ces lectures qu'on a faites, voilà, ça a un petit peu orienté aussi notre projet et on s'est dit que ce serait forcément plus facile en campagne voilà, d'acquérir peut-être une autonomie énergétique en eau, peut-être alimentaire pour tout ce qui est fruits et légumes, parce que on sait très bien qu'en ville, voilà, ce sera beaucoup plus difficile. On va dire qu'on s'intéresse à toutes ces questions-là depuis environ 3 ans. Tout ça a bien mûri dans nos têtes. Au début, c'est un petit peu compliqué à accepter et à prendre en compte, mais en fait, très vite, on peut se dire que si on se prépare bien, ça peut être aussi un futur heureux, joyeux et il n'y a pas que le côté négatif à retenir de tout ça. C'est sûr que ça va changer les habitudes de la plupart des gens, mais il faut essayer d'appréhender de manière positive et avancer dans ce sens. Voilà, nous on a fait le choix du coup d'avancer ici, plus en retrait à la campagne. Et pour le moment, en tout cas, on trouve que c'est plus pertinent et ça nous convient. Même si on sait très bien que voilà, ce sera difficile pour tout le monde à un moment donné. On ne sait pas forcément dans combien de temps, mais là, on a pu quand même avoir un aperçu de ce qui pourrait se tramer si par exemple on venait à manquer je sais pas de pétrole ou de provisions ou tout ça. Voilà, il faut réfléchir à comment on pourrait s'organiser pour vivre un peu assez convenablement en tout cas. Ouais, et du coup, je voulais évoquer, les agités du bocal parce que je trouve que ça s'inscrit, dans ce que tu viens de dire. Donc, les agités du bocal, c'est le nom de votre blog Mmh. qui parle, principalement de la pratique du zéro déchet. Ça, c'est une démarche que vous aviez, déjà depuis plusieurs années. Mmh. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est et comment vous l'appliquez, au quotidien? Oui, en fait, on a lancé notre blog, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, donc on était encore à Bordeaux et très vite, en fait, on a eu une prise de conscience sur, tout ce qui était déchets, production de déchets, voilà et on s'est dit, même si en plus à l'époque, on se pensait déjà assez, on va dire, écolo dans le terme, mais en fait, en regardant ce qu'on produisait comme déchets, on s'est dit: «Beh non, en fait, ça va pas du tout». Il y en a encore trop et on a donc il y a déjà 5 ans, voilà, c'était pas très répandu ce terme-là. Tout le monde ne connaissait pas et en tout cas, voilà, ça faisait un petit peu peur aux gens. Donc on s'est pas mal inspiré de 2-3 blogs qui existaient déjà sur ce thème-là et puis assez vite, on a vu que, il fallait changer ses habitudes de consommation tout simplement et c'était pas si difficile que ça, à mettre en place. Ça prend un certain temps, mais une fois que c'est fait, c'est pas une contrainte au quotidien. En tout cas, ça l'a pas été pour nous. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut acheter, aller faire ses courses en vrac, aller plus souvent au marché, se renseigner s'il n'y a pas une AMAP autour de chez soi, par exemple, pour s'approvisionner en produits plus locaux. Et puis la question du bio aussi est arrivée très vite parce que finalement, voilà, on a complètement changé
notre mode de consommation. On est allé vers quasiment tout en bio, en vrac. On a aussi quasiment arrêté de manger de la viande. Donc voilà, c'est plein de questions qui se sont greffées autour du zéro déchet et qui finalement se sont reliées ensemble et voilà, le fait d'avoir concrétisé tout ce projet est tout à fait en lien avec ce mode de vie en fait. Donc c'est vraiment un cheminement qui se met en place. Je mettrai le lien vers ton blog dans les notes de l'épisode de toute façon. Et j'invite vraiment toutes celles et ceux qui écoutent et qui sont intéressés par ce sujet à aller lire les articles que tu publies assez régulièrement. Parce qu'il y a plein de conseils pratiques. C'est une super façon de démarrer, je trouve. On va avancer un petit peu. Alors, tu le sais, ce podcast, il s'appelle La Case Robinson. Donc, la case d'Aurélie et Yann que vous êtes en train de construire, elle va ressembler à quoi ? Alors, déjà, voilà, nous, ce qui nous anime que ce soit dans la tiny ou dans la maison, au niveau du concept, on voulait des volumes très simples. On n'aime pas qu'il y ait de perte d'espace, comme des couloirs, par exemple, voilà. Donc, des surfaces plus optimisées selon l'utilisation. C'est aussi un choix pour éviter de chauffer des endroits pour rien. Ce qu'on aime mieux, c'est des maisons en plein pied. On voulait pas d'étage, par exemple, pour la commodité. On voulait forcément avoir un aspect bois, donc à l'intérieur même. Et ce qui est important aussi dans la conception pour notre maison, c'était de bien choisir les matériaux de manière perspirante pour toutes les parois extérieures et pour respecter les règles de transmission de la vapeur d'eau, notamment vers l'extérieur. Donc ça, c'est plus un aspect technique, mais voilà, qui est important à prendre en compte. Ouais, tout à fait. Puis gérer voilà l'isolation, d'avoir une très bonne isolation, une bonne luminosité. On voulait aussi prévoir forcément un endroit de stockage frais. Donc on a prévu une cave au niveau des fondations. Ah oui, aussi une chose très importante qu'on voulait absolument mettre, c'était une terrasse d'été et une terrasse d'hiver, avec du coup une cuisine d'été pour profiter voilà de l'extérieur, mais sans être plein sud et cramé. Donc du coup, dans la maison, on a choisi de faire une terrasse extérieure au nord-est, qui nous permettra de manger plus au frais l'été. Et du coup, on aura une double cuisine un peu intérieur-extérieur, quoi. On a toujours aimé les grandes ouvertures, donc aussi bien pour la tiny, c'est un choix qu'on a fait tout de suite. Des grandes baies, et là pour la maison, on va même choisir des fenêtres de type accordéon, tu vois. Donc Ouais. il y aura deux grosses ouvertures au sud sur la pièce à vivre, et les deux chambres qui auront une ouverture au sud auront ces ouvertures sur la même façade. Sur l'aspect extérieur, on aime les architectures simples, épurées, harmonieuses et qui s'intègrent aussi bien dans le paysage. Donc là, pour rappeler un petit peu, on est vraiment dans un cadre très vert parce qu'on est bordé de forêts. Donc le terrain, il est en type prairie, très bien exposé au soleil, et autour, voilà, on est entouré d'arbres, de grands chênes et chênes verts. Et donc on a choisi un bardage en bois brûlé. Donc du coup, l'aspect de la maison sera assez épuré et sobre, et on trouve que le bois brûlé, comme c'est assez foncé, ça s'intègre bien dans le vert, en tout cas. Et donc, c'est une maison en terre-paille, si j'ai bien compris. La maison, voilà, ce sera une technique donc d'ossature bois, isolée en paille à l'intérieur, et avec des enduits terre pour tous les murs intérieurs, et bardage bois à l'extérieur. Et donc, en l'occurrence, un bois brûlé. Donc, c'est une technique japonaise. Je ne sais pas si tu connais, je pense que si. Ouais. Et qui permet de conserver la pérennité du bois et de le préserver des attaques, des intempéries, quoi. Exactement. Et puis aussi pour les insectes, par exemple. Et le bois, du coup, n'a pas besoin d'être traité. Il reste comme ça. Il ne bouge pas aussi en termes de couleur. Il reste intact. Parce que c'est vrai qu'un bois qu'on pourrait mettre naturel va forcément griser. Donc après, il y a des personnes qui aiment, d'autres qui veulent
pas forcément que ça grise, au moins là, avec cette technique-là, il est gris anthracite dès le départ. Sur l'autonomie, est-ce que, vous avez une recherche aussi d'autonomie sur la maison, que ce soit au niveau de l'eau, de l'énergie, peut-être, de la nourriture? Oui, oui. Alors pour ce qui est de l'autonomie énergétique, le projet de la maison, mais aussi bien la tiny, c'est de se raccorder à une installation de panneaux, solaires et photovoltaïques. Donc là, le compteur de chantier, il est temporaire, on va entre guillemets, «le débrancher», à la fin et toute l'installation est prévue, pour, produire notre électricité, pardon, et la stocker, directement. On aura 6 panneaux solaires sur la maison, 2 sur la tiny et ensuite, ce sera stocké sur, 12 batteries. Donc ça, ce sera pour la production d'électricité pour, les usages électriques du quotidien, pour la cuisine, pour, l'eau chaude aussi? Pour l'eau chaude, ce sera un chauffe-eau solaire, voilà et donc toute l'installation, elle est dimensionnée de manière à consommer, le moins possible. Parce qu'on sait très bien que, voilà, sur une maison équipée tout en électrique, c'est clairement pas possible. Donc nous, on Mmh. aura, un chauffage, bois si besoin parce que, en termes d'isolation, il y aura vraiment pas beaucoup besoin de chauffer. Si c'est le cas, on mettra un poêle à bois. Ensuite, tous les choix d'électroménager ont été revus, pour, justement minimiser complètement la consommation électrique. Donc par exemple, pour la cuisine, on n'aura pas de lave-vaisselle, on n'aura pas de congélateur, on va juste garder un frigo, mais un petit frigo qui consommera très peu en triple A. On garde une machine à laver, mais bien sûr pas de sèche-linge, parce que ça c'est très énergivore. Qu'est-ce qu'on a supprimé? Tous les petits appareils, électroménagers type cafetière électrique, théière, enfin, bouilloire. On n'aura pas de four électrique, il sera au gaz. Plaque de cuisson, pareil, elle sera au gaz parce que sinon c'est trop de consommation. Donc voilà, petit à petit, on va vers quelque chose de beaucoup plus, simple, moins énergivore et en fait, on s'aperçoit que voilà, c'est juste des petites, des éléments de confort qu'on supprime, mais au quotidien qui sont pas si indispensables que ça. Le lave-vaisselle, bon, c'est sûr, si on était une famille de 4 ou 5 enfants, je dirais peut-être pas qu'on l'enlèverait, mais là, à 3, honnêtement, ça se fait très bien, quoi. Après, pour l'eau, on prévoit de récupérer également l'eau de la toiture, de la maison. Pour ce faire, on va mettre 2 cuves, enterrées. Donc on va faire creuser, le trou pour mettre des cuves en béton. On a fait le choix de mettre, ce type de matériaux et elles feront en tout 25 000 litres. Donc c'est assez large, mais ça permet d'être, autonome en période sèche l'été, par exemple et par contre l'hiver, ça se remplit, très facilement. On a pu, voir l'hiver, là, il pleut quand même assez, sur la région et sur les dernières années, les précipitations sont quand même assez, importantes même ici. Après, du coup, pour la consommation en eau, il faudra faire des, systèmes de filtres à charbon, filtres céramiques, donc à différents degrés pour, que ce soit pour l'usage de la douche et de la machine à laver ou, de la boisson. Donc pour la boisson, il faudra des filtres plus importants. Mais, ça se fait très bien. Ouais, d'accord, OK. Et pour l'assainissement, donc vous Oui, aurez, je suppose, des toilettes sèches, oui. probablement, pour économiser l'eau, et donc ce sera géré sur place, Oui. avec du compostage, des choses comme ça? Voilà, là, les toilettes sèches, on a déjà mis en place dans le mobil-home. La tiny house, ça va venir, prochainement et pour la maison, ce sera le même système. Donc après, il suffit de composter, au jardin, ne pas toucher à ce compost-là pendant au moins 2 ans et après ça fait un fertilisant pour le potager, par exemple. Pour l'assainissement des eaux, ménagères, on prévoit un système de phytoépuration, avec des sortes de bacs avec des plantes aquatiques qui font office de filtre. Dans la mesure où il n'y a pas les toilettes à gérer, c'est vraiment, très performant et assez facile à mettre en œuvre. C'est les plantes qui font le boulot et du coup, après en termes d'autorisation, pour le spank, bon, en général, ils sont un petit peu frileux de ce genre d'installation, mais globalement, il vaut mieux, faire, le chantier
Et ensuite, en cas de contrôle, leur expliquer que ça fonctionne, faire des tests en sortie de l'eau et leur prouver que voilà que ça marche. Et en général, ils sont assez curieux et ici, il y en a de plus en plus qui s'installent, donc pour ça, c'est pas vraiment un souci. Vous complétez ça avec un choix raisonné de produits ménagers, intrants, qui peuvent, justement venir polluer ces eaux, qui est indispensable pour que ça fonctionne correctement, quoi. Oui, on est bien d'accord que là, dans la phytoépuration, on va pas balancer du Pec Citron ou du Ariel en en lessive. Mais ça, c'était vraiment acquis déjà depuis plusieurs années. En termes de produits ménagers, on les fait nous-mêmes ou on les achète de manière écologique. Donc il y a pas de problème au niveau rejet, quoi. Si tu es d'accord, on essaiera de faire un autre épisode quand la maison sera terminée, parce que ça donne vachement envie de voir, Ah bah, avec ce plaisir. à quoi ça va ressembler et puis comment vous vivez ça au quotidien, quelles choses vous avez pu mettre en place et cetera. Du coup, on arrive un petit peu vers la fin. J'ai encore quelques questions. Quand même sur un sujet, plus, chiffres, donc la maison, elle va faire quelle surface? Et si tu es d'accord pour partager ça, ça représente quel budget pour construire ce type de maison avec ces ambitions-là? Parce qu'on entend souvent que les maisons, écologiques, bioclimatiques, ça coûte très cher. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le cas selon toi par rapport à ton retour d'expérience? Mmh. Et puis peut-être aussi partager, si tu es d'accord, le coût, de construction, de réalisation de la tiny house? Bien sûr. Alors, pour la partie tiny house, on va dire qu'en termes de budget pour, tout ce qui est matériaux de construction total, avec tout l'électroménager intérieur, l'installation, aménagement, tout ça, on avait chiffré au départ 15 000 € et avec la pergola, terrasse et tout ça, peut-être aller jusqu'à 20 000, avec, tous les petits détails, de la fin. Donc ça fait 1 000 € par mètre carré à peu près, au maximum? Mais en faisant tout soi-même. Avec, le châssis de remorque compris parce que nous on a payé 4 000 € la remorque et il faut savoir que voilà, une tiny house peut se vendre jusqu'à, 85 000 € construite par un constructeur. Donc ça laisse une bonne marge de manœuvre, en faisant soi-même. Après, il existe aussi des options, hors d'eau, hors d'air où, on peut se faire, construire, la tiny par quelqu'un pour, aller 35 000 - 40 000 € et puis après, il faut faire l'intérieur. Donc nous, voilà, on dépassera pas les 20 000, c'est sûr. Ensuite, pour ce qui est de la maison, je crois qu'on avoisine à peu près 140 000 €. On vient de recevoir, par exemple, aujourd'hui le devis menuiserie. C'est un gros poste parce que là, avec toutes les ouvertures qu'on a choisies, avec les accordéons qui coûtent un bras, là, on est sur plus de 35 000 € de menuiserie. Donc ça fait quand même un gros poste sur la totalité. Et le bois, on doit être je crois qu'on est à 13 000 € de bois, voilà, pour donner un ordre d'idée. Après l'isolation, voilà, ça va rien coûter, c'est de la paille, donc je crois qu'on en a pour même pas 1 000 € en termes de paille. Et donc c'est de la paille que vous récupérez, localement? Oui, donc elle sera très, très locale puisqu'on a trouvé quelqu'un, à 5 kilomètres d'ici qui est capable de nous faire, la taille de botte qu'on veut. C'est quelqu'un qui produit, du blé mais qui n'a jamais, fait ça pour une maison. Donc il est assez curieux et partant de le faire. Donc du coup, on devrait, partir avec lui et on lui a demandé à peu près 250 bottes de paille de 60 centimètres de large et voilà, il nous prendrait 700 € pour ça, quoi. Donc c'est vraiment pas un gros budget. D'accord. Mais après dans le budget que j'ai annoncé là dans les 140, il y a aussi toute la partie accompagnement, du charpentier qui est dedans. Pour notre, degré d'accompagnement, on est à peu près à 10 000 €, donc c'est pas non plus énorme. La maison fait quelle surface, tu disais? 105 m². Sachant que dans les 105, il y a des parties, sas d'entrée, buanderie, donc en fait la partie vraiment, on va dire, étanche à l'air, bioclimatique, elle est de 85 m². Donc c'est vraiment pas, des D'accord. grosses surfaces. C'est un budget assez serré, mais qui peut se tenir si voilà, on fait, les bons choix, aux différents moments du chantier. Après, les équipements seront très simples. On choisit de faire,
un parquet au sol pour toute la maison en fait. Voilà, il y aura pas de carrelage, il y aura pas de peinture. Et donc en fait, c'est beaucoup d'économies aussi sur des étapes, on va dire, de maisons traditionnelles où il y a des placos, du plâtre, des peintures, des sous-couches, des ceci, voilà. Et donc sur ce genre de projet, il y a finalement moins de finition intérieure, quoi. Ouais, c'est aussi un gain de temps pour le chantier. Oui, au final, c'est quand même un gain de temps sur ces étapes-là de finition. Ce qui coûte cher, en revanche, c'est le choix du bois, les essences de bois. Donc là, pour le coup, on fait tout en Douglas, voilà, pour l'ossature. Et le bardage, c'est du mélèze. Le mélèze qui sera donc brûlé. Mais tous les murs extérieurs, en fait, à l'intérieur, seront en enduit. Et les enduits terre, après, on peut les enduire de chaux pour un enduit de finition un peu plus lisse. Et puis en plus, on a eu beaucoup de retours sur des retours d'expérience. Les gens disent que voilà, une fois qu'ils ont vécu dans ce type d'habitat, c'est très très difficile d'habiter dans des maisons classiques parce que en fait, le confort il est extraordinaire. Et les murs respirent vraiment littéralement, et donc il y a vraiment une hygrométrie très agréable en fait. Bon, ça donne envie. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'ai 2 dernières questions que je pose à tous les invités. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent Oui. ou tout simplement quel est ton livre préféré? Alors j'en ai noté 4 que je voulais partager. Donc pour la partie vraiment technique, pour la construction d'une maison de ce type-là, on aime beaucoup se référencer à la conception bioclimatique chez Terre Vivante de Samuel Courget et Jean-Pierre Oliva. Voilà, donc il y a beaucoup de très bons conseils. Un livre qui nous a bien marqué dans tout ce cheminement, c'est le livre de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, donc qui explique un petit peu toute cette théorie de l'effondrement. Et également en lien avec tout ça, le livre de Philippe Biouix sur les low-tech, parce que ça c'est quelque chose aussi qui nous intéresse énormément, de faire une transition vers tout ce qui est low-tech et éviter d'avoir des choses trop high-tech justement. Donc c'est l'âge des low-tech, c'est ça? C'est ça, pardon, l'âge des low-tech, qui est vraiment très très riche. Et après, pour le petit clin d'œil, j'aime souvent me référer à ce livre-là qui m'a vraiment beaucoup initiée dans tout ça au départ sur le zéro déchet, avec bien sûr la famille zéro déchet avec Jérémy Pichon et Bénédicte Moret qui sont dans les Landes, que j'aime beaucoup vraiment pour le côté très ludique du sujet, et ils partagent ça avec beaucoup d'humour et c'est toujours agréable. OK, super, bah, je mettrai les liens aussi dans les notes de l'épisode. Si tu pouvais écrire un message sur un panneau, qui serait visible par des millions de personnes, qu'est-ce que tu écrirais? Ou sous-entendu, quelle est ta citation favorite? Alors, pour faire un petit clin d'œil encore à notre blog, on avait mis une citation à l'intérieur du bocal sur le logo. On avait choisi une citation de l'abbé Pierre qui disait « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien ». Voilà, et ça nous parlait assez, donc j'aime bien cette citation. Excellent. Pour finir, où est-ce qu'on peut rediriger les gens qui souhaitent en savoir un peu plus sur votre projet? Donc il y a, je suppose, le blog Les Agités du Bocal. Est-ce qu'il y a d'autres ressources vers lesquelles tu veux envoyer les gens? Comme je disais tout à l'heure, je vais pas forcément fournir davantage de choses sur le chantier, sur le blog pour l'instant. Par contre, on risque de plus partager sur la page Instagram, donc du même nom, Les Agités du Bocal, et directement en partage sur Facebook, on mettra la même chose. Donc soit sur l'un, soit sur l'autre, vous aurez accès à toutes les étapes du chantier qu'on partagera au fur et à mesure. Voilà. OK, excellent. Bah, je mettrai les liens aussi. Bah, merci mille fois Aurélie. C'était vraiment super intéressant. J'espère que ça va parler à beaucoup de gens qui se posent aussi ces questions de se lancer dans un projet plus ou moins similaire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous démontrez que c'est possible sans forcément avoir l'expérience initiale, mais juste, comme tu le rappelais avec la citation de l'abbé Pierre, en se mettant en marche progressivement, on arrive à faire des choses et aller vers nos objectifs. Donc on a rien sans rien, ça c'est sûr. Et mais quand on a un objectif et puis voilà, un projet, je pense que c'est vraiment une ligne qui nous guide pour avancer, et c'est ça qui est important. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Pareil. Bon courage pour la suite des travaux. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt, François-Xavier.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées par Aurélie dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets sur le blog lacaserobinson.fr. Si le contenu vous a plu, partagez l'épisode autour de vous et mettez un avis 5 étoiles si possible sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure façon de m'aider pour faire connaître le podcast et trouver de nouveaux invités. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast La Case Robinson.